Salut, salut, voilà mes petits lus. Mes petits lus, c'est une nouvelle histoire chaque jour pour nous aider à passer le temps. Certains d'entre vous ont cru que je lisais des nouvelles que j'avais écrites. Alors je dois à la vérité de dire que non, ce n'est pas le cas. Des nouvelles, j'en ai écrites, mais je ne vous les dis pas dans mes petits lus, enfin du moins pas pour l'instant. Donc la nouvelle que je vous ai lue hier appartient à deux messieurs argentins, Monsieur Borges et Monsieur Bioy Casares, et le livre c'est Les Nouveaux Contes de Bustos Domecq. Voilà, pour ceux qui n'ont juste écouté le podcast et qui n'ont pas lu l'article qui va avec. Le rappel, c'est tiré de Blues pour un chat noir et autres nouvelles de Monsieur Boris Vian. Il faisait beau. Il traversa la 31e rue, longea 2 blocs, dépassa le magasin rouge et 20 mètres plus loin, pénétra au rez-de-chaussée de l'Empire State par une porte secondaire. Il prit l'ascenseur direct jusqu'au 110e étage et termina la montée à pied au moyen de l'échelle extérieure en fer. Ça lui donnerait le temps de réfléchir un peu. Il fallait faire attention de sauter assez loin pour ne pas être battu sur la façade par le vent. Tout de même, s'il ne sautait pas trop loin, il pourrait en profiter pour jeter au passage un coup d'œil chez les gens. C'est amusant. À partir du 80e, le temps de prendre un bon élan. Il tira de sa poche un paquet de cigarettes, vida l'une d'elles de son tabac, lança le léger papier. Le vent était bon. Il longeait la façade. Son corps dévirait tout au plus de 2 mètres en largeur. Il sauta. L'air chanta dans ses oreilles, et il se rappela le bistrot près de Long Island, à l'endroit où la route fait un coude près d'une maison de style virginal. Il buvait un Petruscola avec Winnie au moment où le gosse était entré, des habits un peu lâches autour de son petit corps musclé, des cheveux de paille et des yeux clairs, hâlés, sains, pas très hardis. Il s'était assis devant une crème glacée plus haute que lui, et il avait mangé sa crème. À la fin, il était sorti de son verre un oiseau comme on en trouve rarement dans cet endroit-là, un oiseau jaune avec un gros bec bossué, des yeux rouges fardés de noir et les plumes des ailes plus foncées que le reste du corps. Il revit les pattes de l'oiseau annelées de jaune et de brun. Tout le monde, dans le bistrot, avait donné de l'argent pour le cercueil du gosse, un gentil gosse. Mais le 80e étage approchait et il ouvrit les yeux. Toutes les fenêtres restaient ouvertes par ce jour d'été. Le soleil éclairait de plein fouet la valise ouverte, l'armoire ouverte, les piles de linge que l'on s'apprêtait à transmettre de la seconde à la première. Un départ. Les meubles brillaient. À cette saison, les gens quittaient la ville. Sur la plage de Sacramento, Winnie, en maillot noir, mordait un citron doux. À l'horizon, un petit yacht à voile se rapprocha, il tranchait sur les autres par sa blancheur éclatante. On commençait à percevoir la musique du bar de l'hôtel. Willy ne voulait pas danser. Elle attendait d'être complètement bronzée. Son dos brillait, lisse d'huile, sous le soleil. Il aimait avoir son cou découvert. D'habitude, elle laissait ses cheveux sur ses épaules. Son cou était très ferme. Ses doigts se rappelaient la sensation des légers cheveux que l'on ne coupe jamais, fins comme les poils à l'intérieur des oreilles d'un chat. Quand on frotte lentement ses cheveux à soi, derrière ses oreilles à soi, on a dans la tête le bruit des vagues sur des petits graviers pas encore tout à fait sable. Winnie aimait qu'on lui prît le cou entre le pouce et l'index par derrière. Elle redressait la tête en fronçant la peau de ses épaules, et les muscles de ses fesses et de ses cuisses se durcissaient. Le petit yacht blanc se rapprochait toujours, puis il quitta la surface de la mer, monta en pente douce vers le ciel et disparut derrière un nuage, juste de la même couleur. Le 70e étage bourdonnait de conversations dans des fauteuils en cuir. La fumée des cigarettes l'entoura d'une odeur complexe. Le bureau du père de Winnie sentait la même odeur. Il ne le laisserait donc pas placer un mot
Son fils, à lui, n'était pas un de ces garçons qui vont danser le soir au lieu de fréquenter les clubs du YMCA. Son fils travaillait, il avait fait ses études d'ingénieur et il débutait en ce moment comme ajusteur, et il le ferait passer dans tous les ateliers pour apprendre à fond le métier et pouvoir comprendre et commander les hommes. Winnie, malheureusement, un père ne peut pas s'occuper comme il l'entend de l'éducation de sa fille, et sa mère était trop jeune. Mais ce n'est pas une raison parce qu'elle aime le flirt, comme toutes les filles de son âge, pour... Vous avez de l'argent? Vous vivez déjà ensemble? Ça m'est égal, ça n'a que trop duré déjà. La loi américaine punit heureusement ces sortes de choses. Et Dieu merci, j'ai suffisamment d'appui politique pour mettre fin à... Comprenez-vous? Je ne sais pas d'où vous sortez, moi. La fumée de son cigare, posée sur le cendrier, montait comme il parlait et prenait dans l'air des formes capricieuses. Elle se rapprochait de son cou, l'entourait, se resserrait, et le père de Winnie ne semblait pas la voir. Et quand la figure bleuie toucha la glace du grand bureau, il s'enfuit, car on l'accuserait sûrement de l'avoir tué. Et voilà qu'il descendait maintenant. Le 60e n'offrait rien d'intéressant à l'œil. Une chambre de bébé, crème et rose. Quand sa mère le punissait, c'est là qu'il se réfugiait. Il entr'ouvrait la porte de l'armoire et se glissait à l'intérieur, dans les vêtements. Une vieille boîte à chocolat en métal lui servait à cacher ses trésors. Il se rappelait la couleur orange et noire, avec un cochon orange qui dansait en soufflant dans une flûte. Dans l'armoire, on était bien sauf vers le haut, entre les vêtements pendus. On ne savait pas ce qui pouvait vivre dans ce noir, mais au moindre signe, il suffisait de pousser la porte. Il se rappelait une bille de verre dans la boîte, une bille avec 3 spirales orange et 3 spirales bleues alternées. Le reste, il ne se souvenait plus quoi. Une fois, il était très en colère. Il avait déchiré une robe de sa mère. Elle les mettait chez lui parce qu'elle en avait trop dans son placard et elle n'avait jamais pu la reporter. Winnie riait tant leur première soirée de danse ensemble, il croyait que sa robe était déchirée. Elle était fendue du genou à la cheville et du côté gauche seulement. Chaque fois qu'elle avançait cette jambe, la tête des autres types tournait pour suivre le mouvement. Comme d'habitude, on venait l'inviter toutes les fois qu'il partait au buffet lui chercher un verre de quelque chose de fort, et la dernière fois, son pantalon s'était mis à rétrécir jusqu'à s'évaporer, et il se trouvait les jambes nues en caleçon, avec son smoking court et le rire atroce de tous ces gens, et il s'était enfoncé dans la muraille à la recherche de sa voiture. Et seul, Winnie n'avait pas ri. Au 50e, la main de la femme aux ongles laqués reposait sur le col du veston au dos gris et sa tête se renversait à droite sur le bras blanc que terminait la main. Elle était brune. On ne voyait rien de son corps, dissimulé par celui de l'homme, qu'une ligne de couleur, la robe en imprimé de soie, claire sur fond bleu. La main crispée contrastait avec l'abandon de la tête, de la masse des cheveux étalés sur le bras rond. Ses mains se crispaient sur les seins de Winnie, petits, peu saillants, charnus, gonflés d'un fluide vivant. À quoi comparer cette sensation? Aucun fruit ne peut la donner. Les fruits n'ont pas cette absence de température propre. Un fruit est froid, cette adaptation parfaite à la main, leur pointe un peu plus dure s'encastrer exactement à la base de l'index et du méduse dans le petit creux de chair. Il aimait qu'ils vivent sous sa main, exercer une douce pression de droite à gauche, du bout des doigts à la paume, et incruster étroitement ses phalanges écartées dans la chair de Winnie, jusqu'à sentir les tubes transversaux des côtes, jusqu'à lui faire mordre en représailles la première épaule, la droite, la gauche, il ne gardait pas de cicatrices. Elle arrêtait toujours le jeu pour des caresses plus apaisantes qui ne laissaient pas aux mains cette indispensable envie d'étreindre, de faire disparaître dans les paumes refermées ces absurdes avancées de chair, et aux dents ce désir amer de mâcher sans fin cette souplesse jamais entamée, comme on mâcherait une orchidée. 40. 2 hommes debout devant un bureau. Derrière, un autre, il le voyait de dos, assis. Ils étaient tous 3 habillés de serge bleu, chemise blanche, ils étaient massifs, enracinés sur la moquette beige, issue du sol, devant ce bureau d'acajou, aussi indifférent que devant une porte fermée. La sienne. On l'attendait peut-être en ce moment. Il les voyait monter par l'ascenseur. 2 hommes, vêtus de serge bleu, coiffés de feutre noir, indifférents, peut-être une cigarette aux lèvres. Il frapperait,
et lui, dans la salle de bain, reposerait le verre et la bouteille, renverserait nerveux le verre sur la tablette de glace, et se dirait « Ce n'est pas possible, ils ne savent pas déjà. Est-ce qu'on l'avait vu ?» Et il tournerait dans la chambre sans savoir quoi faire, ouvrir aux deux hommes en costume foncé derrière la porte, ou chercher à s'en aller. Et il tournait autour de la table, et voyait un seul coup, inutile de s'en aller, il restait Winnie sur tous les murs, sur tous les meubles, on comprendrait sûrement. Il y avait la grande photo dans le cadre d'argent au-dessus de la radio. Winnie, les cheveux flous, un sourire aux yeux, sa lèvre inférieure était un peu plus forte que l'autre. Elle avait des lèvres rondes, saillantes et lisses. Elle les mouillait du bout de sa langue pointue avant d'être photographiée pour donner l'éclat brillant des photos des vedettes. Elle se maquillait, passait le rouge sur la lèvre supérieure, beaucoup de rouge, soigneusement, sans toucher l'autre lèvre, et puis pinçait sa bouche en la rentrant un peu et la lèvre supérieure se décalquait sur l'autre. Sa bouche vernie de frais comme une baie de houx, et ses lèvres résultaient l'une de l'autre, se complétaient parfaitement. On avait à la fois envie de ses lèvres et peur de rayer leur surface, unies avec un point brillant. Se contenter à ces moments-là de baisers légers, une mousse de baiser, à peine effleurée, savourer ensuite le goût fugitif et délicieux du rouge parfumé. Après tout, c'était l'heure de se lever. Tout de même, il l'embrasserait de nouveau plus tard. Les deux hommes, qui l'attendaient à la porte, et par la fenêtre du 30e, il vit sur la table une statue de cheval, un joli petit cheval blanc en plâtre avec un socle, si blanc qu'il paraissait tout nu. Un cheval blanc. Lui préférait le Paul Jones. Il le sentait battre sourdement au creux de son ventre, envoyer ses ondes bienfaisantes. Juste le temps de vider la bouteille avant de filer par l'autre escalier. Les deux types, au fait, étaient-ils venus, ces deux types ? Devaient l'attendre devant la porte. Lui, tout bien rempli de Paul Jones, la bonne blague, frappé, c'était peut-être la négresse qui nettoyait la chambre. Deux types, drôle d'idée. Les nerfs, il suffit de les calmer avec un peu d'alcool. Agréable promenade, arriver à l'Empire State, se jeter d'en haut. Mais ne pas perdre son temps. Le temps, c'est précieux. Winnie était arrivée en retard au début. C'était seulement des baisers, des caresses sans importance. Mais le 4e jour, elle attendait la première. Il avait demandé pourquoi, narquoisement. Elle rougissait. Ça non plus, ça n'avait pas duré. Et c'est lui qui rougissait de sa réponse une semaine plus tard. Et pourquoi ne pas continuer comme ça ? Elle voulait l'épouser. Il voulait bien aussi. Leurs parents pourraient s'entendre ? Sûrement non. Quand il était entré dans le bureau du père de Winnie, la fumée de la cigarette avait étranglé le père de Winnie. Mais la police ne voudrait pas le croire. Était-ce la négresse ? Ou bien les deux types en costume foncé, fumant peut-être une cigarette après avoir bu du cheval blanc en tirant en l'air pour effrayer les bœufs, et ensuite les rattraper avec un lasso à bout doré ? Il oublia d'ouvrir les yeux au 20e et s'en aperçut 3 étages plus bas. Il y avait un plateau sur une table et la fumée coulait verticalement dans le bec de la cafetière. Alors il s'arrêta, mit de l'ordre dans sa toilette car sa veste était toute retournée et remontait par 300 mètres de chute et il entra par la fenêtre ouverte. Il se laissa choir dans un gélatineux fauteuil de cuir vert et attendit. La radio fredonnait en sourdine un programme de variété. La voix, contenue et infléchie de la femme, réussit à renouveler un vieux thème. C'étaient les mêmes chansons qu'avant, et la porte s'ouvrit. Une jeune fille entra. Elle ne parut pas surprise de le voir. Elle portait de simples pyjamas de soie jaune, avec une grande robe de la même soie, ouverte devant. Elle était un peu hâlée, pas maquillée, pas spécialement jolie, mais tellement bien faite. Elle s'assit à la table et se versa du café, du lait, puis elle prit un gâteau. « Vous en voulez ?» proposa-t-elle. « Volontiers. » Il se leva à demi pour prendre la tasse pleine qu'elle lui tendait, de légère porcelaine chinoise, mal équilibrée sous la masse du liquide. « Un gâteau ?» Il accepta, se mit à boire à gorgées lentes, en mâchant les raisins du gâteau. « D'où venez-vous, au fait ?» Il reposa sa tasse vide sur le plateau. « De là-haut. » Il montrait la fenêtre d'un geste vague. « C'est la cafetière qui m'a arrêté. Elle fumait. » La fille approuva. Toute jaune, cette fille. Des yeux jaunes aussi, des yeux bien fendus, un peu étirés aux tempes, peut-être simplement sa façon d'épiler ses sourcils.
Probablement. Bouche un peu grande, figure triangulaire, mais une taille merveilleuse bâtie comme un dessin de magazine, les épaules larges et les seins hauts, avec des hanches à profiter de suite et des jambes longues. Le Paul Jones, pensa-t-il, elle n'est pas réellement comme ça n'existe pas. Vous ne vous êtes pas embêté pendant tout le temps que vous avez mis à venir demanda-t-elle. Non, j'ai vu des tas de choses. Vous avez vu des tas de choses de quel ordre? Des souvenirs, dit-il, dans les chambres par les fenêtres ouvertes. Il fait très chaud, toutes les fenêtres sont ouvertes, dit-elle avec un soupir. Je n'ai regardé que tous les 10 étages, mais je n'ai pas pu voir au 20e. Je préfère cela. C'est un pasteur, jeune, très grand et très fort, vous voyez le genre. Comment pouvez-vous le savoir? Elle mit un temps à lui répondre. Ses doigts aux ongles dorés enroulaient machinalement la cordelière de soie de son ample robe jaune. Vous auriez vu, continua-t-elle, en passant devant la fenêtre ouverte, une grande croix de bois foncée sur le mur du fond. Sur son bureau, il y a une grosse Bible et son chapeau noir est accroché dans l'angle. Est-ce tout? Demanda-t-il. Vous auriez vu sans doute aussi autre chose. Quand venait Noël, il y avait des fêtes chez ses grands-parents à la campagne. On garait la voiture dans la remise à côté de celle de ses grands-parents, une vieille voiture confortable et solide, à côté des 2 tracteurs aux chenilles hérissées, encroûtés de terre brune sèche et de tiges d'herbe fanées, coincées dans les articulations des plaquettes d'acier. Pour ces occasions-là, grand-mère faisait toujours des gâteaux de maïs, des gâteaux de riz, toutes sortes de gâteaux, des beignets. Il y avait aussi du sirop d'or, limpide et un peu visqueux, que l'on versait sur les gâteaux, et des animaux rôtis, mais il se réservait pour les sucreries. On chantait ensemble devant la cheminée à la fin de la soirée. Vous auriez peut-être entendu le pasteur faire répéter sa chorale, dit-elle. Il se rappelait bien l'air. Sans doute, approuva la fille, c'est un air très connu, ni meilleur ni pire que les autres, comme le pasteur. Je préfère que la fenêtre du 20e ait été fermée, dit-il. Pourtant, d'habitude, elle s'arrêta. On voit un pasteur avant de mourir, compléta-t-il. Oh, dit la fille, cela ne sert à rien, moi je ne le ferai pas. À quoi servent les pasteurs? Il posait la question à mi-voix, presque pour lui-même, peut-être à vous faire penser à Dieu. Mais ça n'avance à rien si l'on veut mourir. Dieu n'a d'intérêt que pour les pasteurs et pour les gens qui ont peur de mourir. Pas pour ceux qui ont peur de vivre, pas pour ceux qui ont peur d'autres hommes en costume foncé qui viennent frapper à votre porte et vous faire croire que c'est la négresse ou vous empêchent de terminer une bouteille de Paul Jones entamée. Dieu ne sert plus à rien quand c'est des hommes que l'on a peur. Je suppose, dit la fille, que certaines personnes ne peuvent s'en passer. Ils sont commodes pour les gens religieux, en tout cas. Il doit être inutile de voir un pasteur si l'on veut mourir volontairement, dit-il. Personne ne veut mourir volontairement, conclut la fille. Il y a toujours un vivant et un mort qui vous y poussent. Il faut un vivant et un mort pour faire mourir un vivant. C'est pour cela qu'on a besoin des morts et qu'on les garde dans des boîtes. C'est pas évident, protesta-t-il. Est-ce que cela ne vous apparaît pas clairement? Demanda-t-elle doucement. Il s'enfonça un peu plus profondément dans le fauteuil vert. J'aimerais une autre tasse de café, dit-il. Il sentait sa gorge un peu sèche. Pas envie de pleurer, quelque chose de différent, mais avec des larmes aussi. Voulez-vous quelque chose d'un peu plus fort? Demanda la fille jaune. Oui, cela me ferait plaisir. Elle se levait, sa robe jaune luisait dans le soleil et entrait dans l'ombre. Elle tira d'un bar d'acajou une bouteille de Paul Jones. Arrêtez-moi, dit-elle. Comme ça, il la stoppa d'un geste impératif. Elle lui tendit le verre. Vous, dit-il, est-ce que vous regarderiez par les fenêtres en descendant? Je n'aurais pas besoin de regarder, dit la fille. Il y a la même chose à chaque étage et je vis dans la maison. Il n'y a pas la même chose à chaque étage, protesta-t-il. J'ai vu des pièces différentes toutes les fois que j'ouvrais les yeux. C'est le soleil qui vous trompait. Elle s'assit près de lui sur le fauteuil de cuir et le regarda. Les étages sont tous pareils, dit-elle. Jusqu'en bas, c'est la même chose? Jusqu'en bas. Voulez-vous dire que si je m'étais arrêté à un autre étage, je vous aurais trouvé? Oui. Mais ce n'était pas du tout pareil. Il y avait des choses agréables, mais d'autres abominables. Ici, c'est différent. C'était la même chose. Il fallait s'y arrêter.
C'est peut-être le soleil qui me trompe aussi à cet étage, dit-il. Il ne peut pas vous tromper, puisque je suis de la même couleur que lui. Dans ce cas, dit-il, je ne devrais pas vous voir. Vous ne me verriez pas si j'étais plate comme une feuille de papier, dit-elle. Mais elle ne termina pas sa phrase, et elle avait un léger sourire. Elle était très près de lui, et il pouvait sentir son parfum, vert sur ses bras et sur son corps, un parfum de prairie et de foin, plus mauve près des cheveux, plus sucré et plus bizarre aussi, moins naturel. Il pensait à Winnie. Winnie était plus plate, mais il la connaissait mieux. Même, il l'aimait. Le soleil, au fond, c'est la vie, conclut-il après un moment. N'est-ce pas que je ressemble au soleil avec cette robe? Si je restais, murmura-t-il. Ici? Elle haussa les sourcils. Ici? Vous ne pouvez pas rester, dit-elle simplement. Il est trop tard. À grand-peine, il s'arracha du fauteuil. Elle posa la main sur son bras. Une seconde, dit-elle. Il sentit le contact des deux bras frais. De près, cette fois, il vit les yeux dorés picotés de lueur, les joues triangulaires, les dents luisantes. Une seconde, il goûta la pression tendre des lèvres entr'ouvertes, une seconde, il eut tout contre lui le corps drapé de soie resplendissante, et déjà il était seul. Déjà il s'éloignait, elle souriait de loin, un peu triste, elle se consolerait vite, on le voyait au coin déjà relevé de ses yeux jaunes. Il quittait la pièce, rester était impossible. Il fallait tout reprendre au début, et cette fois ne plus s'arrêter en route. Il remonta au sommet de l'immense bâtiment, se jeta dans le vide, et sa tête fit une méduse rouge sur l'asphalte de la 5e avenue. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.